la qualité de la vie n'a pas augmenté, c'est-à-dire que quoi, on paye plus cher pour des logements Qui ne valent pas la peine. qui ne valent pas la peine. Si je te donne un exemple, Ouais. c'est malheureusement, les propriétaires, mettons, à Saint-Michel, à P9, ils ne voient pas la valeur de mettre de la rénovation. Donc, on parle encore des appartements encore sales, qui a peut-être des fois des rats, c'est très petit, la décoration est encore très old school. Puis, le monde, tu sais, mettons, ça vaut pas 1200 par mois. C'est pas normal qu'à Saint-Michel, on paye 1200 par mois. Parce que tu montes 1200, je comprends que les taxes montent, que la vie monte, mais il faut aussi que la qualité de vie soit meilleure pour monter à 1200, de 600 à 1200. Et j'ai une amie que récemment, elle avait loué un appartement, un 3,5, puis elle paye 1115. Puis l'appartement est petit, c'est sale. Le plancher, le propriétaire a collé un tape par terre pour cacher une tuile manquante. Wow. Puis il vient jamais, c'est ça, la peinture, ça ne matche pas, le plancher, le plafond, la toilette. Puis c'est 1000 $, pour un 3,5, c'est pas normal. Wow. Devant, André, il manque un escalier. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui en profite. Fait que mais la majorité, au détriment de la majorité. C'est-à-dire qu'eux, ils s'enrichissent, mais malheureusement, ceux qui sont obligés de louer, ceux qui sont obligés de consommer certains types de biens, c'est eux qui payent les frais de cette augmentation de prix rapide. Imagine une famille. Ouais. On va dire une famille qui a 2 enfants. Puis la famille se sépare. On va dire qu'ils payent par mois 700 $. Puis on s'entend que dans ce quartier-là, 600 $, là, on divise en deux, on va dire, que le couple paye moitié-moitié, on va dire que c'est 300 chaque. Là, le couple se sépare. Ouais. Ils doivent trouver un autre appartement. Mais c'est triste comment l'homme ou la femme va réussir à payer un appartement aujourd'hui minimum 1200 par mois parce qu'on s'entend qu'il y a des 2 enfants. C'est difficile. C'est vrai parce que les prix sont très élevés pour être franc. J'admets la que famille est habituée de payer 600 $ divisé en deux. Là, c'est comme ça que le monde maintenant sont à la rue. Ils font la dépression, c'est cher. Wow. Tu sais, des fois, on oublie ce côté-là des femmes. On est souvent, oh mon Dieu, moi. Aujourd'hui, je veux partir tout seul, puis c'est tellement cher. Mais on oublie les familles qui sont défavorisées, qui se séparent, puis doivent se trouver un autre appartement. Puis on s'entend qu'ils vont jamais trouver un prix qui est similaire. C'est tough, là. Moi, j'écoute les conversations, puis le monde raconte leur vie, puis je trouve ça triste. C'est tough. Aujourd'hui, c'est vraiment tough. Tu dis que tu avais grandi dans un milieu défavorisé. Hein? C'était comment grandir dans un milieu défavorisé pour toi? Tu l'as vécu comment? C'est sûr que quand tu le vis, tu ne le vois pas, tu es défavorisé. Pour moi, je vis une vie normale parce que dans mon quartier, c'est juste ça que j'ai connu. Puis les jeunes, mes amis, on a tous grandi dans le même quartier. C'est vraiment en vieillissant, arrivé au secondaire, que j'ai remarqué que mon ami habite dans un autre type de quartier. Mon ami habite sa maison ne ressemble pas à la mienne. OK, mon ami a eu des... Dans mon temps, il y avait Fat Farm. C'est à la mode, mais des Fat Farm, c'était cher. On va dire c'était 100 $. Mais mes parents n'étaient pas capables de me payer des Fat Farm. Donc, on achetait du Yellow avec un F. C'est quoi un Fat Farm? C'est des souliers dans le c'est des souliers? C'est des souliers. Donc, on dirait que si j'étais pas sortie du quartier, je ne réalisais pas que j'étais différente. Mon lifestyle était différent. Le fait que j'étais à mon école, j'étais comme, les autres enfants, ils ont une autre qualité de vie. Ils voyagent plus souvent. Quand ils m'invitaient, mettons, après le travail, après l'école, pour aller chez eux manger, leurs maisons sont vraiment grandes. Le quartier est différent. T'sais, nous, à P9, c'était un quartier qui a plein d'appartements. Puis à Anjou, il n'y a pas vraiment d'appartements. Le coin où notre école est située. Donc, je ne le sentais pas. Quand j'avais grandi à P9, pour moi, tout était normal. Wow. Mais est-ce que tu trouves que parfois les gens... Disons que quand tu allais à l'école et tout, est-ce que parfois tu avais quelque peu de la réticence
où tu ressentais de l'honte de dire d'où tu venais? Est-ce que quand les autres enfants te demandaient tu habites où, est-ce que tu étais réticente de répondre? Non, parce que je pense qu'on était trop jeunes pour penser à ça. Tu sais, à 15, 16 ans, j'ai toujours eu beaucoup d'amour, donc je me suis jamais sentie rabaissée ou je me compare pas. J'ai juste réalisé. Je me comparais. Je suis pas quelqu'un qui me compare. Je suis comme, ah, ok, j'ai pas ça. Mais je n'étais pas comme gênée. J'étais pas gênée. J'ai juste comme, ah, ok, on n'a vraiment pas le même mode de vie. C'est plus ça. Wow. Tu sais, mettons, advenant que, est-ce que tu vas t'inscrire à une certaine activité? Moi, quand j'arrive à la maison, on peut pas se permettre, malheureusement. C'est plus ça. Mais sinon, mes amis m'ont jamais fait sentir que j'étais différente. Même quand ils venaient à la maison, ils m'ont jamais fait des commentaires. Pour eux, c'est comme, OK, on va chez toi. Je pense qu'on était trop jeunes. Puis dans le temps, cette génération, on se comparait pas. Il n'y a pas le luxe. Je pense que vous étiez capable d'apprécier les gens pour qui ils sont au lieu de ce qu'ils ont. Exactement. C'est plus grâce aux réseaux sociaux que tu te compares. C'est ça, je voulais dire ça. Est-ce que tu penses que c'est à cause des réseaux sociaux, en fait, qu'il y avait plus cette mentalité de apprécier la personne au lieu de trop se comparer? Les réseaux sociaux, moi, honnêtement, si ce n'est pas pour la business, je ne serais vraiment pas vraiment sur les réseaux sociaux. Je me détache beaucoup. Plus que j'avance dans la vie, plus que je vieillis, je commence à me détacher beaucoup parce que on dirait que les réseaux sociaux te montrent une certaine lifestyle qui n'est pas réelle. Aujourd'hui, on voit des filles de 18 ans avoir une Chanel, avoir une fille de 18 ans qui a une BM. Ce n'est pas normal. Puis on oublie que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, aujourd'hui, on se compare, puis notre goal, c'est « Ah, je veux avoir une Benz. Ah, je veux être populaire. Je veux avoir plein de followers. » Mais on se compare à une réalité qui est peut-être juste 1%. Et je pense qu'en fait, ce qui est dommage là-dedans, c'est que les gens essayent d'acquérir une richesse matérielle au lieu d'essayer d'acquérir une richesse plus mentale et spirituelle parce qu'ils se rendent pas compte que c'est la richesse mentale, la richesse relationnelle qui vaut la peine d'acquérir au lieu de la richesse matérielle. Parce que le matériel pourra jamais te combler, mais tes relations avec les autres vont te combler. Le fait de grandir chaque jour, c'est ça qui va te combler. Mais quand tu achètes ton sac Chanel ou quand tu achètes ton Gucci bag, du moment que tu ouvres le sac et après la première semaine, le plaisir est parti entièrement et tu vas juste dire c'est normal, et tu vas penser au prochain sac Chanel, tu vas penser au prochain Gucci bag. Mais par contre, quand tu valorises les relations que tu as, tu prends plaisir de les nourrir parce que c'est quelque chose que tu cultives tout au long de ta vie et c'est des choses qui vont toujours t'apporter des choses différentes. C'est-à-dire, tes relations vont toujours te stimuler de façon différente. Voilà pourquoi il faut chercher à acquérir plus la richesse mentale et spirituelle au lieu de la richesse matérielle parce que la richesse matérielle ne va jamais te suffire. Oui, puis on l'entend souvent, l'argent... Le monde qui ont de l'argent sont malheureux. Puis le monde qui sont pauvres sont heureux. Puis moi, j'ai analysé, je me suis posé la question, je ne pense pas que c'est l'argent qui nous rend malheureux ou le fait qu'on a moins d'argent, on fait en sorte que nous sommes plus heureux. Souvent, c'est quand on n'a pas d'argent, on focus sur d'autres choses, sur justement les relations. C'est une chose, moi, souvent, le monde me dit « Ah, Julie, on dirait que tu es toujours happy, tu es tellement bubbly. » Parce que j'ai beaucoup d'amour autour de moi. Donc, en ce moment, je trouve que j'ai tout, sauf, je ne suis pas riche encore. Mais j'ai tout. Je trouve que j'ai tout. Non, je blague. Non, j'aimerais ça dire. Le jour que je vais être riche. Depuis que j'ai commencé Parlons-nous, il y a vraiment une statistique qui m'étonne, en fait. Le fait que 90% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Donc, si tu apprécies le contenu que je fais, n'oublie pas de t'abonner. En fait, désolé, je vais t'interrompre en même temps, mais Julie, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Voilà pourquoi, peut-être qu'ils vont comprendre pourquoi j'ai dit menteuse. Donc, mon prénom, c'est Julie. Je suis entrepreneur. J'ai un salon d'esthétique, une académie, puis un bubble tea. Vous croyez qu'elle est pauvre? Non, je blague. Oui, je suis. Parce que les boss mangent toujours en dernier.
Oh, leaders eat last. Toujours. J'aime cette mentalité. Ça veut dire quoi? Parce Ça- que j'ai vu, il y a un livre très populaire qui s'appelle Les leaders mangent en dernier. Et tu viens de dire les boss mangent en dernier. Pourquoi un boss devrait manger en dernier? Et pourquoi tu appliques cette philosophie? Et ça veut dire quoi, cette philosophie? Parce que sans ma team, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, c'est important pour moi que mon équipe fait de l'argent. Parce que si, à la fin, je n'apporte pas... Tu sais, je pense que mon équipe, pourquoi il est avec moi? C'est parce que c'est ma mission, mes idées. Mais à la fin, c'est eux qui travaillent. C'est eux qui ont créé Pearl Think. Oui, Pearl Think, c'est mon partenaire et moi, mais c'est grâce à mes employés que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui, que le branding est devenu connu. Donc, pour moi, c'est important de bien payer mes employés. Parce que... Est-ce que je peux déposer mon CV? Non, Tu veux? Ben oui, c'est ça. Oui, parce que comment je vois les choses, c'est... J'ai juste besoin d'un certain montant d'argent pour faire plus d'argent. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, je prends ce que j'ai besoin pour agrandir la business puis pour enrichir l'entreprise. Donc, si la façon que je vois, c'est si tu ne payes pas assez tes employés, ils vont partir. Ils vont partir. Donc, moi, je veux que mes employés soient fiers de travailler chez Pearl Thing ou à mon Bubble Tea. Je veux qu'ils voient la valeur. Dans le travail, Oui, dans le la travail. mission La mission qui est qui aussi le type de boss. Comme moi, je vais toujours... Je te donne un exemple. Je suis capable de faire les ongles. Je fais les ongles aussi parfois. Par contre, mettons, si mon employé, il décale, ça veut dire quoi décaler? Ça veut dire qu'il est en retard pour sa prochaine cliente. Je vais aider. Je vais enlever la couleur, je vais appliquer la poudre et je ne vais pas prendre de l'argent. Pourquoi? Parce que moi, être boss, être leader, c'est aider ma team à réussir. Et voilà pourquoi j'aime un livre de Jocko Willink. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Extreme Ownership, c'est-à-dire... En fait, je vais résumer ça quoi en fait, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise équipe, il y a seulement des mauvais leaders. Exactement. Moi, je ris tout le temps, je travaille pour mes employés. Exactement, pour vrai, parce que c'est ça le but en fait. Il n'y a pas de mauvaise équipe, il y a seulement des mauvais leaders. C'est-à-dire, quand l'entreprise a du succès, quand l'équipe a du succès, c'est à cause du bon travail des employés. Mais quand l'équipe ferme, c'est à cause du leader. Pourquoi? C'est à cause du leader, parce que de un, le leader, c'est toi qui, en tant que leader ou leaduse, c'est toi qui es responsable du succès, de l'échec ou de la réussite de l'entreprise, de la mission. Donc, tu dois prendre tout à cœur. C'est-à-dire que quoi? Si un employé n'est pas venu à l'heure et ne vient pas souvent à l'heure, c'est ta faute à toi parce que tu n'as pas expliqué l'importance de venir à l'heure. C'est ta faute à toi parce que tu n'as pas sélectionné la bonne personne. Donc, quand tu as la mentalité que tout ce qui se passe, c'est ta faute à toi ultimement, ça va toujours réussir parce que tu vas toujours faire en sorte pour que ça marche. Et aussi, mais ça ne veut pas dire que cette mentalité, il faut l'avoir à l'extrême, c'est-à-dire que cette personne-là est totalement démotivée, c'est de ma faute. Genre, oui, c'est un certain degré parce que c'est toi qui l'as recruté, mais le truc, c'est qu'il y a une nuance à faire. Il faut aussi que les membres de l'équipe veulent que la mission réussisse. C'est-à-dire que chacun des membres de l'équipe doit vouloir au plus profond de son être que la mission de l'équipe, la réussite de la mission dépende sur eux aussi. Si chacun des membres de l'équipe pense que la mission va réussir grâce à eux et parce que leur travail est extrêmement important, l'équipe va toujours réussir. Le sentiment d'appartenance. Exactement. C'est important. Je pense que tu es capable de transmettre ça bien à tes employés, non? Oui. La manière que nous travaillons, c'est on fait sentir les employés comme nos amis, en restant professionnels. Puis, je vais toujours être là pour mes employés. Je vous donne un exemple. Au salon, le staff va me dire, Julie, j'ai plus de poudre, je vais aller prendre leur poudre pour eux. Julie, j'ai plus de monomère, je vais aller refill le monomère. Comme je travaille pour eux. Comme moi, ma job, c'est que mon plancher soit bien et que toi, tu as tout pour faire de l'argent. Let's go. C'est le respect. Moi, je trouve que c'est important d'avoir le respect de tes employés. Tu peux me détester, tu peux dire, mais à la fin, il faut que tu me respectes et que tu m'aimes. Puis
quand un employé travaille pour toi puis qu'il te respecte et que t'aimes, il y a une différence. Ouais, Le monde travaille longtemps. Il y a une grosse différence. Ouais, t'as raison. Et j'aimerais en fait rajouter peut-être un côté un peu plus masculin et féminin. T'embauches des hommes hein, et des femmes aussi dans tes entreprises. Est-ce que tu trouves que c'est la même chose de faire de la gestion des hommes et la gestion des femmes, ou est-ce que tu trouves que c'est similaire à avoir des employés, c'est similaire le type de relation que tu as avec tes employés hommes et tes employés femmes? C'est différent. C'est très différent. Les femmes, quand elles ne vont pas bien, ça paraît au travail. Les hommes, ça ne paraît juste pas. Je te donne un exemple. Je suis capable de savoir si tu t'es chicané avec ton chum. Je suis capable de savoir si tu viens de te chicaner avec une personne, que tu es triste ou tu es fâché. Les femmes, on le voit puis on le sent. Les hommes, on le voit pas. Ils parlent pas. Mais oui, il y a une grosse différence. Puis, la communication avec les hommes et les femmes, c'est vraiment différent. Une fille peut se fâcher contre toi pendant des jours, des mois, des semaines, puis un homme, tu vas te le chicaner, puis il va pas prendre les choses personnelles. Il va se poser la question. OK, tu sais, en ce moment, comme je fais référence à 2 personnes en ce moment dans ma tête, puis je vois la différence. Un gars, mon employé qui est un homme, à la fin, je suis là pour l'argent. Comme Julie, elle me dit de faire ça, c'est parce que sur moi, il y a plus d'argent. Tu sais, l'autre personne, la femme, on a tendance à prendre les choses plus à cœur. Ou je te donne un exemple, si elle est triste, ben, la manière qu'elle va me parler, elle va peut-être me piquer sans faire exprès. Elle va peut-être prendre les choses plus personnelles. Puis je trouve qu'en tant que boss, c'est important de connaître tes employés puis savoir que, elle ne va pas bien, je vais la laisser tranquille. Wow. Puis oui, il y a une différence. OK. J'aime ça dans le sens que comme tu emploies des hommes et des femmes dans ton milieu aussi, oui, il y a des différences qui fait que tu dois approcher certaines situations différemment et tout, mais tu disais aussi que ça apportait une sorte d'équilibre dans le milieu de travail. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus, c'est quoi cet équilibre-là qu'il y a dans ton milieu de travail à cause du fait qu'il y a cette énergie masculine et féminine dans cette même mission, cette même entreprise? Le salon, je vais être honnête avec toi, avant, j'engageais vraiment juste parce que tu es bonne. Du sens que tu travailles bien, tu fais bien les ongles, tu étais bonne dans ta profession sans voir la personnalité ou ton intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, j'engage en observant ton intelligence émotionnelle. Est-ce que tu es capable de séparer professionnel et ta vie personnelle? Et aussi moi, en tant que boss et peut-être en tant que personne que tu apprécies. J'ai eu dans le temps, à un moment donné, dans mon salon, une équipe qui prenait beaucoup des choses personnelles, ils avaient tendance à oublier que j'étais boss. Parce que je suis quelqu'un de gentil. Je suis vraiment quelqu'un de gentil de nature. Je vais être gentil avec la serveuse. Je suis quelqu'un d'attentionné. Je vais être gentil avec monsieur qui fait du jogging. Je vais dire allô, n'importe. Je sais que de ma nature, pour moi, la gentillesse, c'est normal. Être à l'écoute, être serviable, c'est normal. Donc, parfois, le monde mélange ça avec « Ah, c'est devenu mon ami. Ma boss est mon ami. » Mais non, moi, c'est juste que je veux pas être ta boss chiante. Moi, si j'ai pas besoin de mettre mon chapeau de police, je vais pas le mettre. Si tu fais bien les choses, je vais pas commencer à inventer des choses que tu ne fais pas bien. Donc, pour revenir à ça, aujourd'hui, mon équipe, c'est des personnes qui sont comme moi, qui prennent pas les choses personnelles, qui s'expriment bien, qui sont capables de communiquer, C'est drôle, mais mon équipe est un peu tous tomboy. Toute mon équipe est vraiment tomboy. On va en rire, tu vois, au salon, on est tous une fille qui s'habille plus en jogging. On se maquille pas. Donc, j'ai appris que c'est important que l'équipe me ressemble niveau personnalité. Donc, mes filles aujourd'hui me ressemblent beaucoup. Comparativement à avant, j'aime les filles Les filles d'aujourd'hui ne font pas de drama. Au salon, il n'y a aucun drama. Zéro drama. Tu sais, j'entends des fois des histoires de mes amis qui ont des salons, il s'est passé ça. Au salon, il n'y a jamais... Il n'y a pas de drama. Même mes employés, comme il n'y a pas de drama ici, il y a zéro drama. Donc, c'est important
que pour moi, d'engager une personne, il y a l'intelligence émotionnelle. Parce que c'est énergie, lourd. Ouais. C'est lourd parce que je suis toujours au salon, c'est chez moi, puis eux aussi. Donc, c'est important qu'on s'entend bien. Que ça soit un bon milieu, dans le fond, où les gens peuvent partager. Puis que tu es capable de communiquer. Si tu n'aimes pas quelque chose, dis-le-moi. Hein. Mhm. Tu sais, dis-le-moi, c'est important parce qu'à la fin, je ne peux pas deviner qu'est-ce que tu penses dans ta tête. Wow. Tu C'est as important. totalement raison Oui. pour... Désolé de t'interrompre, mais j'aimerais poser une question et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour ceux qui écoutent. Là, tu as 31 ans et en discutant avec toi, tu m'as dit que tu as eu 3 entreprises et maintenant tu en as 2. Mhm. Pourquoi tu as fait le choix de l'entrepreneuriat? Pourtant, tu venais d'un milieu, comme tu disais, plus défavorisé. Pourquoi tu as fait le choix d'entreprendre? C'est vraiment mon entourage qui m'a poussé à ça. Mes boss, c'est des personnes qui m'ont vraiment motivée dans ma vie, mes amis aussi. Dans tous mes jobs, j'ai toujours été dans la vente. OK, dans la vente, j'ai toujours travaillé dans la gestion aussi. J'étais la 3e clé, assistante gérante. J'ai toujours eu un poste de gestion à chaque fois que j'avais une job. Puis, quand je suis rentrée au cégep, je ne savais pas dans quoi j'embarquais. Je ne savais pas dans quel programme. Puis, c'est vraiment mon boss qui m'a dit « Julie, je te vois tellement en gestion. Wow. Tu vas être bonne. » Puis, je me suis dit « OK, pourquoi pas? » Puis, ça l'a juste donné que je suis rentrée en gestion, puis j'ai aimé ça. Let's go. J'adore comme... régler des problèmes, j'aime les stratégies marketing, j'aime les stratégies d'opération, c'est ça que j'aime faire. Donc, j'ai un resto, j'ai une académie, j'ai un bubble tea, j'ai un salon, c'est toutes des niches différentes. Puis, qu'est-ce que j'aime? C'est vraiment la gestion, c'est vraiment l'idée. J'adore ça. Ouais, j'adore ça. Le fait que c'est quelque chose que tu pratiques même naturellement et c'est quelque chose qui t'attire naturellement. Mais quand les gens voient l'entrepreneuriat, ils voient juste des choses roses. La Rolls-Royce, la montre Rolex et tout. Elle est où? Elle est où, la mienne? Mais j'ai envie de te poser une question. Je t'écoute. Profonde et en même temps sensible parce que les gens pensent que c'est le paradis. C'est quand la dernière fois que peut-être tu as quasiment fait faillite? Ou c'est quand la dernière journée c'est quand la dernière fois que tu te dis peut-être que demain, mes entreprises ou mon entreprise ne va pas survivre à ça si ça ou ça ne se passe pas? La COVID. La COVID, c'est vraiment l'événement qui a été le plus difficile. Surtout le salon, on était fermé pendant 2 ans. On était obligés parce qu'on était une entreprise non essentielle. Puis on était souvent les derniers. On était l'entreprise que dans les médias, ils annonçaient que OK, les restaurants vont être ouverts. Je pense il y avait quoi? Les restaurants, la santé, c'était toujours ouvert. La santé, c'était toujours ouvert. Mais nous, les salons d'esthétique puis les gyms, on était toujours les derniers. Fait qu'à la fin, on voyait toutes les entreprises ouvrir, les centres d'achat, les restaurants ouverts, puis après un moment donné, il y a eu des cas, mais on n'a même pas eu le temps d'ouvrir, on devait fermer parce que ça avait mal tourné pour les autres entreprises. C'était vraiment tough. C'était tough parce que on devait continuer à payer un loyer. Je venais tout juste de faire de la réno. Notre entreprise allait super bien. Tu sais, ça faisait 3 ans, on a mis comme 80 000 de réno parce que on devait innover puis agrandir le salon, puis on devait fermer. C'est quelque chose que je ne m'y attendais pas. Donc, on a vidé la compagnie, puis par la suite, on a dû fermer, puis on s'est endetté parce qu'on a dû prendre le prêt, mais aujourd'hui, on paye encore le prêt. Donc, c'est ça qui est tough, c'est se relever, puis tu sais quoi? Tout simple comme en entrepreneur, tu n'es jamais sûr. On va être réaliste aujourd'hui, toutes les entreprises sont en train de fermer. Comme aujourd'hui, j'ai marché au centre-ville, tous les magasins étaient fermés. Les salons, on les voit. Je connais plein d'amis qui sont en train de fermer leur salon, leur resto. Donc, c'est tough. Il n'y a rien de sûr quand tu es en business. Donc, je pense qu'à chaque jour, tu dois toujours donner ton 100%.
Puis en tant que boss, qu'est-ce qui est difficile, c'est que tu as beaucoup de personnes qui comptent sur toi. Tu sais, qu'est-ce que j'en parlais avec mon partenaire? J'étais comme, avant, mon goal, c'était juste subvenir aux besoins puis travailler fort pour ma mère et les études de ma sœur. Puis aujourd'hui, je suis rendue à aider ma mère, puis 30 employés qui comptent sur moi à payer leur loyer, à avoir un levier. C'est toi, c'est beaucoup, c'est lourd. Puis j'ai mes partenaires qui me font confiance. Tu sais, c'est beaucoup. Des fois, le monde oublie ça, puis il me voit comme « Wow, tu l'as d'être, t'es forte. » Mais des fois, moi aussi, j'ai goût de lâcher prise. Même des fois, je trouve ça tough, mais je peux pas parce qu'il y a trop de personnes qui comptent sur moi. Quand j'entends mes employés dire « Oh, c'est tough, je dois payer ça, je dois payer ici. » Ah, je dois partir en voyage, je dois aider ma mère, je dois envoyer de l'argent, je dois payer les études à mes enfants. C'est beaucoup de pression pour moi parce qu'ils comptent sur moi. Ils comptent sur moi. Hey, si tu as des questions par rapport à cet épisode, n'hésite pas de me contacter sur Instagram. Mon lien est dans la bio. J'ai l'impression, et je pense que tous ceux qui connaissent Elon Musk, on dirait parfois que les entrepreneurs sont incompris. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages? Incompris, oui. Mais je pense que quand tu es j'ai des amis entrepreneurs, on se comprend, mais oui. Mes amis me comprennent parce que j'en parle de mon lifestyle, mais oui, parce que le monde t'identifie comme une personne qui a tout. Oh mon Dieu, elle a 3 entreprises, elle doit faire tout qu'est-ce qu'elle veut. Non, s'il y a un employé qui ne rentre pas, c'est moi qui va rentrer. S'il y a quelque chose de brisé, c'est moi qui dois le réparer. S'il y a un problème, c'est moi qui dois trouver la solution. Je dois toujours être là pour mon entreprise et pour mon équipe. Il n'y a pas de... Tu sais, je ne dis pas que quand tu es employé, tu peux dire « Ah, c'est pas grave, aujourd'hui, je ne veux pas rentrer, je vais call sick. » Je ne peux pas call sick, moi. Je ne peux pas laisser mon magasin fermé. Tu sais, quand tu as un certain... tout dépend de ta responsabilité, elle est différente. Un employé, c'est « OK, je peux me permettre, j'ai fait assez d'argent, je vais prendre off aujourd'hui. » Moi, je ne peux pas prendre off. Moi, je dois tout calculer avant de prendre off. Il y a une chose qui est sûre, c'est sûr que j'ai la liberté de prendre congé quand je veux, mais pour pouvoir prendre congé, je dois me poser plusieurs questions. Puis gérer avant de partir. Je dois, OK, si je pars, ça doit être fait, ça doit être fait. Donc, tout problème, je dois toujours penser à c'est toi qui dois trouver toujours la solution. Oui, exactement. Ouais. Non, tu dors pas. Ton cerveau doit toujours rouler. Puis aujourd'hui, il y a tellement de business. Puis là, à cause des réseaux sociaux, la vie passe. C'est encore plus rapide. C'est rapide. Donc, je peux pas m'arrêter. Je peux pas faire pause. Puis dire, OK, ma business va bien. Je dois trouver quelque chose, une nouvelle idée innovatrice. Est-ce que tu diras alors, parce que tu viens même de m'expliquer, est-ce que tu diras alors que en général, nous, les employés, on a tendance à être ingrats? C'est-à-dire, on ne réalise pas à quel point nos boss ou les chefs d'entreprise se sacrifient afin de nous permettre de travailler et gagner notre vie. Et nous, on est ingrats, on se plaint seulement. Ingrat, j'ai de la misère à dire ce mot parce qu'on dirait que quand tu me dis ingrat, c'est comme un gros mot. Puis c'est sûr que moi, je vais me comparer avec mon équipe, mais mon équipe n'est pas ingrate. Mon équipe connaît ma valeur. Mon équipe m'aime beaucoup. Mon équipe me supporte beaucoup. Donc, ma team, si on parle de ma team, non. Ma team, elle pense à moi. C'est sûr qu'ils sont humaines. Ils vont toujours se passer eux avant et c'est normal parce que c'est moi qui ai choisi d'être entrepreneur. Si la fille, elle veut prendre off pendant 1 semaine dans ma saison forte, elle a le droit. C'est moi qui a choisi d'avoir ce stress-là. Mais est-ce que quand j'observe les autres entreprises, oui. Tu sais, des fois, je suis comme... est-ce que tu te rends compte qu'en ce moment, cette petite entreprise est en train de te donner une job? Est-ce que tu te rends compte que cet entrepreneur est en train de travailler 7 jours sur 7 pour que tu puisses avoir un salaire, que tu puisses payer tes trucs? Ça, oui, tu sais, parce que quand j'entends les histoires des autres entrepreneurs, je suis comme, mon Dieu, tes employés sont tough. Ils ne voient pas tout qu'est-ce que tu fais. Moi, qu'est-ce que j'apprécie de mes employés, c'est... Je te donne un exemple. Pendant un bout, je devais toujours laver les toilettes. Je devais faire mon œuvre parce que je devais couper. Puis c'est beau, ça me fait du bien de voir que mes employés m'aident
Juste des petites gestes comme « Ah, Julie, j'ai placé les poubelles pour toi. Ah, Julie, j'ai passé le balai pour toi. » La reconnaissance. Wow. Dans le fond, tu as la chance, mais en fait, pas la chance. Tu as pu sélectionner une équipe de personnes qui fit vraiment avec toi. C'est important. Et ça fait en sorte que ton atmosphère de travail est agréable et tu ressens que ta valeur est appréciée à sa juste valeur, si on peut dire. Mais j'aimerais pivoter un peu sur un autre type de sujet, en fait, parce que Julie, tu es une femme très accomplie sur le plan professionnel. Mais est-ce que tu es autant accomplie sur le plan émotionnel et amoureux? Émotionnel. Qu'est-ce que tu veux dire par émotionnel? Non, bon, on va dire, est-ce que tu es autant accompli sur le plan amoureux? Non, je suis pas accompli pantoute. Non, je suis célibataire, j'ai 31 ans. Non, je suis pas accomplie parce que je suis pas en couple. Et je me suis posé cette question. C'est parce que je pense que je donne pas assez de temps. Je donne pas ce temps-là à ma vie de couple. Et peut-être aussi parce que je sais bien. Je suis quelqu'un qui est super indépendant du sens que j'aime ma solitude. C'est important pour moi le matin, c'est important pour moi d'être tout seul pendant 3 heures. Je me lève à 6h30, 7h du matin pour être tout seul. J'apprécie être tout seul. Puis aussi, je pense que je néglige beaucoup ma vie de couple, du sens que je donne pas du temps. Comme je sors pas. Comme mettons, quand je sors, c'est pas pour me dire « OK, Julie, tu vas sortir pour rencontrer des hommes. » Moi, maintenant, quand je sors, c'est pour être avec ma famille, avec mes amis. Donc, non, ma vie en couple, je ne pense pas que je suis accomplie. OK. Donc, tu es accomplie sur le plan professionnel, mais sur le plan amoureux, tu reconnais que y aurait peut-être des efforts à faire ou peut-être... Je donne pas d'efforts. C'est ça, tu donnes pas d'efforts, tu n'as pas envie. En fait, pour toi, ta vie amoureuse, c'est en second plan après ta carrière. Si on peut dire. Non, c'est pas ça. C'est juste, on dirait que à 31 ans, c'est difficile. À 31, c'est difficile? Je ne me vois pas aller clubber à chaque fin de semaine. Je suis fatiguée. Je ne me vois pas sortir à chaque fin de semaine pour faire des rencontres. Je sais que je dois le faire parce que c'est pas au travail que je veux rencontrer quelqu'un. C'est pas en restant à la maison ou être avec mes amis que je veux rencontrer quelqu'un. C'est juste, je pense que c'est la fatigue qui fait en sorte que, mettons, un vendredi soir ou un samedi soir, finalement, je décide de rester à la maison. C'est plus ça. Je pense que c'est... À un moment donné, tu choisis tes batailles, t'es comme... Oh. Puis... Comme on peut pas gagner dans tout dans la vie, et genre, parfois aussi, il faut faire des sacrifices. Parfois, dans certaines saisons, tu dois abandonner. Cet été, je vais sortir. Cet été, je vais OK. Les gars, ça c'est... Vous pouvez envoyer votre candidature. Ah ouais? OK, donc alors, tu es prête à trouver l'amour. Donc, mais en fait, je voulais te poser une question, mais je suppose que je connais la réponse, mais à cause de ce que tu viens de dire, mais disons que si tu as 35 ans, tu as la même situation, célibataire, sans enfant. Ah, ça fait mal, hein? Comment tu vas te sentir? Comment je vais me sentir? OK. Je vais être vraiment transparente. Si à 35 ans, si j'ai pas de chum encore, ça veut dire que la vie... je crois à la vie. Je crois vraiment que chaque chose a son temps. La seule chose que je vais t'avouer que depuis que j'ai 31, j'ai commencé à avoir peur, c'est le côté enfant. Parce qu'on s'entend, nous les femmes, il y a un certain âge. Arrivé à un certain âge, ça va être difficile d'avoir des enfants. Je vais être honnête avec toi, si un jour on invente une pilule qui fait en sorte que je peux avoir un enfant à 40 ans, je vais sentir aucun stress de trouver un homme. C'est vraiment l'enfant parce que j'aime les enfants. Puis je veux au moins 3 à 5 enfants. Donc, juste le fait que tu me dis à 35 ans, ça m'attriste. Ça veut dire que je ne vais pas avoir 5 enfants. Mais côté chum blonde, je veux dire, je n'ai pas peur. Je fais confiance à la vie. Moi, je sais que je vais être en couple. Je sais que je vais avoir mon mari. Je ne sais pas quand, mais je le sais. J'y crois. Je fais confiance à la vie. C'est bizarre à dire, mais je sais que je vais avoir mon mari. Je ne sais pas quand, mais je sais que je vais l'avoir. Qu'est-ce que tu dirais de la critique que
Là, encore une fois, je fais un peu l'avocat du diable, entre guillemets. Oui, c'est beau ce que tu dis, c'est-à-dire, oui, tu sais que tu vas avoir ton mari, mais genre, si tu mets pas d'effort, comment tu penses que ça va se réaliser? Parce que tu dis que tu mets pas grand intention là-dessus, et tu sais bien qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneuse toi-même, tu sais bien que dans la vie, c'est important d'avoir je vois le mot en anglais, de l'intentionnalité, c'est-à-dire quoi? Il faut que ta pensée soit vraiment dirigée vers quelque chose pour que ça arrive et tes actions vont suivre aussi. Mais si tes actions suivent, s'il n'y a pas des actions concrètes qui sont posées afin de trouver l'amour, comment est-ce que tu espères trouver un partenaire convenable pour toi? Je pense aussi que la ligne de temps a un impact. Donc là, ma business, ça va faire 6 ans. Donc, on s'entend qu'après 6 ans, il y a une stabilité. Donc, c'est sûr qu'il y a 2 ans, 3 ans, il y avait la COVID. Donc, c'est sûr que mon focus n'était pas sur ça. En tout cas, ouais. Mon focus était, OK, ma business est dans le rouge. Qu'est-ce que je dois faire pour le monter dans le vert? Mais aujourd'hui, ma business va mieux. Donc, je pourrais maintenant donner ce temps-là. À un homme? À trouver quelqu'un, à donner du temps, à prendre le temps à faire des rencontres. En fait, j'ai une belle question qui vient d'apparaître dans ma tête, en fait, mais là, on parle de trouver un homme et tout, mais genre, toi, t'es une femme extrêmement accomplie sur le plan professionnel, mais c'est quoi est-ce que tu es satisfaite du niveau d'homme autour de ton âge? C'est-à-dire, est-ce que tu es déçu? Est-ce que c'est des paresseux? Est-ce que c'est des hommes extrêmement accomplis? C'est quel type d'homme qui t'inspire? C'est quel type d'homme que tu aimerais avoir? OK. Les hommes, je parle avec mes expériences, admettons, les hommes avec qui j'ai parlé, ils ont tout pour eux. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime prendre mon temps. Je veux apprendre à te connaître. Je veux vraiment tomber en amour. Comme je me suis posé la question, puis je sais que je suis une personne qui prend mon temps. Mhm. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui comprenne que je prends mon temps à tomber en amour. Mhm. Parce que je suis pas déçue parce que les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, j'ai jamais eu une mauvaise expérience avec les hommes. Mes 2 ex, si je pouvais reculer dans le temps puis on me pose la question, est-ce que je les aurais choisis? Je les aurais encore choisis. Parce que c'était vraiment des bons ex. J'ai passé des bons moments avec eux. La même chose avec les gars, comme mettons une fréquentation. Je suis vraiment contente, c'était des bonnes personnes. La seule chose, c'est moi, je prends mon temps à aimer. Parce que comment je vois les choses, c'est... Je pense que ça va dans les deux côtés. Parce que, tu sais, 2 mois, 3 mois, même moi, tu n'as pas vu toutes mes qualités puis tu n'as pas vu tous mes défauts. Mhm. Puis ça se peut qu'il y a des défauts que finalement, tu vas te dire « Ah, Julie est comme ça. Peut-être que finalement, c'est pas mon genre. » Parce que ça vient avec le Ben temps, oui, en fait. Ouais. parce qu'il y a des situations... Si on ne vit pas certaines situations, tu vas pas savoir comment la personne va être. Tu sais, on s'entend, mettons, si on se voit une fois par semaine. La fois qu'on va se voir, ça va toujours être bien parce que on se donne une date, ça va toujours être bien. Ouais. Mais tu m'as jamais vu fâchée. Tu C'est m'as vrai. jamais vu comment je suis au travail. Tu m'as jamais vu quand je suis triste. Je t'ai jamais vu comment tu es quand tu es avec ta famille. Donc, c'est important pour moi d'apprendre. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'apprendre à connaître une personne. Ouais, j'adore. Pour toi, c'est vraiment important de prendre le temps de connaître la personne dans plusieurs situations différentes. Comme ça va te permettre d'éviter le plus possible des mauvaises surprises et la personne aussi va être encore plus certain ou incertain que c'est toi la Mais bonne oui. ou la mauvaise personne. Puis aussi, c'est je vais être en amour avec toi. Je veux vraiment que le moment que j'ai senti mon temps, c'est vraiment parce que j'aime toutes tes qualités puis tes défauts. J'aime ta personne. Mais j'aimerais te demander, en fait, c'est intéressant ce que tu viens de dire, en fait. Tu veux être amoureuse de la personne. Est-ce que tu trouves que de nos jours, les gens prennent le temps de tomber amoureux ou amoureuses de la personne? Ou tu trouves que les gens aiment accélérer les processus pour avoir une gratification à court terme? Oui, tout à fait. Je trouve que oui. Je trouve qu'aujourd'hui, le monde, premièrement, ils ont peur d'être tout seuls.
parce que je réalise... Moi, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Mhm. Puis, à chaque année, on me pose... Julie, comment ça, t'es encore célibataire? Tu te sens pas seule? C'est pas plate? Puis, en vrai, c'est toujours négatif, le fait d'être célibataire. Ah, je sais pas comment tu fais. Puis, moi, je suis juste comme... Je vois pas de problème. Moi, je suis tellement bien. Donc, puis quand j'observe les personnes quand ils sont en couple, c'est pas le type d'amour que je veux. J'ai l'impression qu'ils sont juste ensemble pour être ensemble. Puis il y a 2 types. Il y a le couple que ça fait des années qu'ils sont ensemble, puis ça, c'est avec mes expériences avec mon entourage, ils sont pas heureux. Mais ils ont peur d'être tout seuls parce qu'ils ont peur de recommencer. Puis sinon, il y a d'autres personnes qui sont en couple à chaque mois, à chaque 1 an. Puis, tu sais, à un moment donné, puis après, ils se demandent, toutes les gars que je rencontre, c'est des ci, des ça, mais c'est parce que tu te mets tout de suite en couple, fait que tu le connais pas. Le gars, à un moment donné, il va juste être lui-même, et toi, tu vas être lui-même, puis là, finalement, tu l'aimes pas finalement, parce que justement, il commence à montrer son vrai lui, puis toi, tu vas montrer ton vrai toi. Hey, j'aimerais profiter de cette occasion pour te remercier d'écouter la vidéo. Si tu adores ce que je fais, n'hésite pas à le partager. Oh. T'as vraiment très bien expliqué c'est quoi les mauvais couples qu'on voit dans la vie. Et tu veux aborder l'amitié, c'est quoi tu veux dire? Mais je te donne un exemple. Est-ce qu'il y a des amis que peut-être ça fait 2 ans, 3 ans, puis t'es comme « Ah, je savais pas que t'étais comme ça. » Ouais, bien sûr. S'il y a des amis que ça fait des années que tu apprends encore à les connaître, puis je trouve que tes amis, tu grandis avec, puis tu continues à apprendre. Puis même toi, moi, pour de vrai, à chaque jour, je change. Si hier, il y a eu une situation, puis j'ai appris quelque chose, déjà là, demain, je suis une autre personne. On évolue tout le temps. Donc, c'est important d'apprendre à connaître une personne. C'est important d'apprendre à connaître quelqu'un, mais parfois aussi, les gens utilisent ça comme excuse pour créer des délais ou créer des attentes à outrance, c'est-à-dire quoi, la personne va dire je veux pas t'épouser maintenant parce que j'ai besoin de prendre X nombre de temps et tout, mais là présentement certains peuvent avoir l'argument pour dire que tu as 31 ans et tu aimerais peut-être avoir une famille. Est-ce que le fait de prendre ton temps, ça joue pas à l'encontre même de ton objectif de peut-être avoir des enfants? Est-ce que peut-être que tu as trop pris ton temps, peut-être que tu dois peut-être faire des compromis? Est-ce que tu penses que c'est un argument valable? Je dis pas que c'est moi qui pense ça, mais parfois j'aime juste faire, comme je dis souvent, je veux apporter aussi des angles, je veux apporter des questions contraires aussi à ce que je pense. Je comprends. Puis la réponse, c'est pourquoi je prends mon temps? C'est parce que j'ai des bons ex. Avec mes ex, j'ai pris mon temps. C'est pour ça que j'ai eu des bons ex. Puis André, avec mon entourage, souvent... Mais tu dis que tu as des bons ex. Pourquoi je ne suis pas avec eux? S'ils sont bons, pourquoi Parce que... Ouais. On s'entend que quand j'avais 15 ans, puis aujourd'hui à 30 ans, mes goûts changent. Tu sais, à 15 ans... C'était mon first love. Tu sais, j'étais en amour. Il y avait des critères qui n'étaient pas importants dans le temps. C'est vrai. C'était correct de ne pas travailler. C'était correct d'être un DJ. C'est correct de ne pas aller à l'école. Mais aujourd'hui... DJ. Non, mais pour dire qu'il y a des choses que à 15 ans, ça ne te dérange pas. Puis aussi que de 15 à 20 ans, on s'entend qu'on évolue puis on grandit. Puis moi, Julie, il y a 15 ans, puis Julie a 20 ans, parce qu'on s'entend, si on reste 5 ans, c'est... Mais je suis plus la même petite fille il y a 15 ans. Aujourd'hui, à 20 ans, mes goûts ont changé, mes objectifs ont changé. Donc, malheureusement, on va se séparer parce qu'on ne voit plus la même chose. J'adore ça. Oui. On se sépare parce qu'on ne voit plus la même chose. C'est magnifique parce qu'on n'a plus la même vision. Exactement, mais je t'apprécie en tant que personne. Tu sais, mon ex, c'est mon premier first love, je suis contente. J'ai eu une bonne expérience avec, puis je vais jamais lui enlever que c'était un bon chum, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas mon genre de gars. Je regarde, c'est pas mon genre de gars. Mais c'est pas mon genre de gars parce que mes goûts ont développé, puis peut-être lui aussi, il me regarde. Julie, c'est plus mon genre de fille aussi. Mais c'est normal, 15, 31, on évolue. Puis la même chose après, mon deuxième chum, c'était début vingtaine.
Puis après 30, oublie pas, c'est des... Ouais, c'est des milestones dans la vie. Exactement. 20. Julie, quand Julie qui avait 21 ans, puis Julie aujourd'hui a 31, c'est deux Julie complètement T'as différents. raison. Par contre, il faut pas aussi oublier que dans la vie, on change au complet. Là, tu as 30 ans, mais tu auras un jour 40, tu auras 50, tu auras 60. N'est-ce pas dangereux de penser comme ça, de dire que la vision change? Mais est-ce que peut-être à la base, c'est parce que tes valeurs ne s'accordaient pas bien avec ces personnes-là? Peut-être c'est à cause de ça que ça a échoué. Peut-être si vos valeurs sont similaires, vos visions vont, même si elles changent, elles vont toujours être en accord. Peut-être? Non, moi, c'est plus question qu'à 30 ans, à un moment donné, tu te connais. Tes goûts vont plus changer. Maintenant, C'est vrai parce ton que standard est là. parce que tu étais enfant et maintenant tu es adulte. Exactement. Ouais, je comprends maintenant la nuance. Tu sais, à 30 ans aujourd'hui, puis à 40 ans, je sais que je vais être la même, du sens que je vais toujours évoluer avec les expériences, mais mes goûts, puis ma personne, je trouve que quand tu atteins 28-30, Mhm. tu atteins une certaine maturité, c'est vraiment toi. Ouais. C'est vraiment toi. Comme à 30 ans, je sais que c'est ça être Julie. Julie, allons dans le futur. Disons, tu as 40 ans, ta vie de rêve devrait ressembler à quoi? C'est être avec mes enfants, puis mon mari. C'est tout, c'est juste ça. C'est juste ça, puis être bien financièrement. C'est tout. J'aime la simplicité. Malgré que j'adore l'entrepreneuriat, j'aime mes business, mais j'ai un côté très maternel, puis j'ai un côté très old school que pour moi, à 40 ans, je vais être avec mon mari, puis mes enfants, puis ma petite maison. Non. Puis ma carrière, puis sa carrière, puis mes enfants vont à l'école. Ça, c'est vraiment comme, dans mon monde idéal, c'est ça mon bonheur. C'est ça. Si on te demanderait d'être femme au foyer, est-ce que tu l'accepterais? Femme au foyer, puis j'ai pas mes business? Ou est-ce que mes business roulent tout seul? Ou femme au foyer, j'ai plus rien? C'est comme tu préfères. J'ai posé une question ouverte, donc. Je serais capable d'être femme au foyer, mais je pense que je vais toujours travailler. J'espère que à 40 ans, mes business vont rouler tout seul, puis j'ai cette liberté-là, donc ça me dérange pas de me consacrer à ma famille. Parce que dans ma culture, puis comment j'ai grandi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau que la femme reste à la maison, puis prend soin de la maison, prend soin des enfants, fait le ménage, prend soin de son mari. Donc, je pense que ça me dérange pas parce que moi, quand je suis en couple, j'ai ce petit côté wifey, que je suis très comme, tu sais, je vais toujours préparer à manger, je vais toujours préparer ton lunch, je vais préparer tes vêtements. Donc, je pense que je suis femme de foyer, mais qui travaille, c'est tout. Donc, oui, je pense que oui. Ouais, c'est un idéal très réalisable, en fait, parce que c'est important d'avoir toujours ces projets sur le côté, parce que si tu fais seulement t'occuper de la famille et de ton mari et tout, à un moment donné, tu auras peut-être un petit vide, c'est-à-dire que peut-être que tu aimerais avoir des projets qui t'appartiennent seulement à toi-même, qui te dissocient des membres de ta famille pour avoir ta propre individualité. Et je pense que l'entrepreneuriat ou avoir des missions comme faire de la charité et tout, c'est quelque chose qui peut apporter ça à quelqu'un qui s'occupe seulement du foyer. J'ai dit seulement, mais c'est très important. Mais aussi, si on ne sait jamais, peut-être que mon mari il va se passer quelque chose au travail, puis je veux aussi être capable de l'aider. Si je suis au foyer puis j'ai pas de job, c'est ça. C'est important. Je trouve ça... c'est en tant que femme, même, c'est important aussi de pouvoir aider ton mari financièrement si je peux. Je trouve ça important. Tu avais abordé en fait un peu le fait que dans ta culture, tu es habitué de voir que les femmes s'occupent de leurs hommes et tout. Tu dis que tu es de culture asiatique vietnamienne, hein? Ouais. Ouais. Exactement. Est-ce que tu dirais que c'est une culture plus sévère que la culture
québécoise, est-ce que la culture québécoise montréalaise? Sévère. Est-ce que tu parles de famille ou on est en train de parler, mettons, l'éducation? Du côté éducation. Oui. Les Asiatiques, on est très froid. Nos parents nous disent pas je t'aime. Nos parents vont pas dire je suis fier de toi. On doit toujours être fort, on doit toujours bien paraître, le respect. C'est important que les enfants représentent les parents. Oui, c'est très strict. On doit toujours avoir des bonnes notes. Tu ne peux pas sortir. Moi, j'avais pas le droit de sortir. J'avais pas le droit de parler aux gars. Je pouvais pas avoir de chum. Je pouvais pas aller chez mes amis. Je pouvais pas dormir chez mes amis. Donc oui, c'est très strict. C'est extrêmement, extrêmement strict. Puis je pense aussi le fait que j'ai 31, c'est sûr que j'étais la première, l'aînée. Le premier enfant. L'aînée. Mes parents étaient vraiment sévères. Même... Tu sais, je voyais mes amis ont le droit de sortir, rentrer à minuit, 11h. Moi, à 8h, moi, je pouvais juste pas traverser la rue, là. Je pouvais juste pas traverser la rue, là. Je te donne un exemple. L'école finissait à 3h30. Mon père, ma mère m'appelaient à 4h pour voir si j'étais à la maison. Parce qu'ils calculaient que c'est 30 minutes de bus. Mes parents sont extrêmement sévères. Donc, attends, tu finissais l'école, ils t'appelaient pour savoir si tu étais déjà à la maison. Ils appelaient au téléphone de la maison. Wow. Pas à mon cellulaire. Téléphone à la maison, terrestre, pour être sûr que j'étais dans la maison. Wow. Oui, donc oui, c'est très, 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 très différent. On peut pas crier sur les parents, on ne peut pas dire des gros mots, être vulgaire. Le respect, c'est quelque chose qui est très important dans la culture asiatique. L'aîné, respecter l'aîné. Je peux pas rouspéter. Donc oui, c'est très difficile. Puis je pense aussi aujourd'hui, on voit souvent le côté plus émotionnel, que c'est important de dire je t'aime aux enfants, mais ma mère et mon père m'ont jamais dit je t'aime. Là. Wow. Tu disais aussi, je sais pas si c'était assez confortable d'aborder ça brièvement et tout, mais tu disais tantôt que le divorce n'existait pas dans ton foyer. Est-ce que c'est quelque chose que tu te sens confortable pour parler ou pas? C'est-à-dire de la relation de ton père et ta mère. Oui. Dans notre culture, ça ne se fait pas, se divorcer, parce que ça paraît pas bien. Ça paraît pas bien. Donc, souvent, les parents restent avec leur mari ou leur femme pour les enfants. Mais ma soeur et moi, je ne sais pas si c'est le fait nous sommes nés ici. Puis, je pense aussi que me semble que j'avais déjà des amis ou des connaissances que leurs parents étaient séparés, puis peut-être que nous, en observant, t'es comme « it's okay », puis voir mes parents se chicaner, puis comprendre que ça ne va pas bien à la maison parce qu'ils ne sont juste pas faits pour être ensemble, ça ne sont pas compatibles. Pour ma soeur et moi, c'était facile de comprendre ça, mais ma mère, elle restait avec mon père parce que dans sa tête, elle restait pour nous, pour pas que nous soyons tristes, qu'on soit en dépression ou qu'on se sente d'une certaine manière. Puis ma soeur et moi, on l'a vraiment fait comprendre que on veut juste qu'elle soit heureuse. On veut juste être bien à la maison. Donc oui, c'est difficile pour notre culture de se divorcer, de se séparer. C'est une philosophie très intéressante et honorable en même temps, dans le sens que on va essayer tout pour faire marcher, mais parfois aussi il faut accepter de lâcher le morceau parce que tout le monde n'est pas compatible. Voilà pourquoi, comme tu le dis bien, ta philosophie, c'est de prendre le temps avant de te mettre en couple, et c'est important de prendre le temps avant de trouver sa personne, parce que si tu te mets avec n'importe qui, tu vas regretter, tu vas être encore plus malheureux ou malheureuse. Donc ouais. Par contre, il faut pas oublier l'importance du lien sacré, du mariage, c'est-à-dire il faut tout faire pour le faire marcher. Tout à fait. Donc, mais quand tu sens que tu as épuisé toutes les choses à faire et que tu fais juste pleurer chaque jour et tu n'es plus heureux,
bon, ça en va-t'en. Ça te sert à quoi? Exactement. Ça te sert à absolument rien. Et si le message qu'on partage aujourd'hui est quelque chose qui t'a particulièrement touché, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Si tu penses que ce message peut impacter positivement la vie de quelqu'un d'autre, s'il te plaît, n'hésite pas à partager. Et ouais. Et tu trouvais que ta mère n'était plus heureuse, je suppose, dans la relation avec ton père. Et donc, ils se sont séparés dans le fond Oui. à cause de... Ouais. Est-ce que, mais tu dis que tu es dans une culture que c'est un peu plus strict et sévère vis-à-vis des séparations. Est-ce que tes parents, à ta connaissance, ont subi une sorte de mauvaise parole à leur égard à cause du fait qu'ils se sont séparés? Est-ce que tu te sentais qu'ils étaient jugés par les membres de votre culture? Non, pas pour cette situation parce que ça allait vraiment pas bien. Comme ma famille savait, même ma famille voulait que ma mère se sépare. Donc, c'était trop toxique. Donc, je pense que c'était tellement toxique que tout le monde savait qu'il fallait lâcher prise. Mais peut-être, si on parle des amis, oui, peut-être que son entourage était plus... Ah, comme ils sont séparés, ah, ça l'a fail, ça n'a pas fonctionné. Mais niveau familial, je pense que tout le monde savait que c'était pour le mieux. Que c'était pour le meilleur. Ouais. Hein? Wow. En voyant ça, en fait, en voyant cet exemple que tu as connu de près, est-ce que tu crois en l'amour d'une vie? Est-ce que tu crois au grand amour, en l'amour avec le A majuscule? Oui. Moi, je suis une romantique. Moi, j'aime l'amour avec le grand A. Moi, quand j'aime, j'aime. Je suis quelqu'un qui est vraiment proche de mes émotions. Je suis quelqu'un qui adore mes amis. J'aime ma famille. Puis, quand j'aime, j'aime. Donc, oui. Moi, à aucun moment, le fait d'avoir vu mes parents, ça m'a démotivée. Moi, c'était plus... Non, ma mère a juste pas trouvé l'amour. Parce que j'en ai vu des couples qui sont en amour pour de vrai. Puis ça existe. C'est juste que pour trouver l'amour, il faut être patient. Il faut être patiente. Wow. Mais j'aimerais te demander, tu dis que ta mère a juste pas trouvé l'amour. Est-ce que tu es triste du fait que elle a peut-être gâché une partie de sa vie en restant dans une relation qui la correspondait pas? C'est sûr qu'elle a gâché d'une certaine manière sa vie. Par contre, aujourd'hui, si ma mère elle a moi puis ma soeur et moi, donc je pense qu'elle est heureuse parce que on est très proches. Donc, je pense que maintenant, elle voit les choses différentes. Comme ma mère, aujourd'hui, elle est heureuse. Puis, mon père, j'ai appris beaucoup. J'ai réalisé que lui aussi n'était pas heureux, que ma mère était peut-être pas la femme pour lui parce qu'il s'est trouvé une femme. Puis, c'est faux à dire, mais sa femme, quand je le regarde, ils matchent ensemble. Puis, quand ma mère et mon père ne matchaient pas ensemble, pas physiquement, je parle de... Émotionnellement. Mentalement. Oui, c'est important d'avoir une connexion avec une personne. Puis ma mère, cette génération, puis cette culture-là, c'est j'ai une certaine... J'ai cet âge-là, je dois trouver un mari. Peu importe c'est qui. Ben, peu importe, oui, mais... c'est vrai. C'est peu importe c'est qui, c'est juste, je dois me marier. C'est pas question, j'aime mon mari, est-ce que j'ai de l'amour, c'est je dois me marier. Mais cette philosophie-là aussi vient aussi de peut-être la mentalité qui dit qu'on peut tomber amoureux de n'importe qui avec le temps parce qu'on peut apprendre à s'aimer. Chose qui est quand même vraie et qui a quelque sorte un mérite. Est-ce que tu es d'accord avec cette manière de tomber amoureux, c'est-à-dire on se marie et on apprend à s'aimer? Je pense qu'il y a quand même une grosse portion de la population humaine sur la planète qui tombe amoureux de cette manière-là. Tu penses quoi de cette manière de tomber amoureux? Parce que pour nous, oui, nous, dans la culture occidentale ou les pays qui ont eu de l'influence occidentale, c'est normal de choisir son partenaire amoureux, mais il faut reconnaître qu'on n'est pas la majorité de la population terrestre et qu'une grosse partie des gens sur la planète tombent amoureux de la manière que on
fait une alliance de mariage entre nos familles et on tombe amoureux par le simple fait de vivre ensemble et on crée ce lien d'amitié et d'amour-là progressivement avec le temps. L'amour, je pense qu'il y a plusieurs définitions de l'amour. Je te donne un exemple. L'amour entre nos amis, l'amour que j'ai pour mes camarades de classe ou l'amour que j'ai pour mes collègues, c'est un sentiment d'amour. Donc, parfois, on doit se poser la question, c'est quoi le type d'amour? Comme l'amour que j'ai pour mes amis, c'est une grosse amour. Donc, peut-être que si je me marie avec mon ami, on va dire, j'ai de l'amour, mais est-ce que c'est l'amour romantique? Parce qu'à un moment donné, est-ce que c'est la passion? Donc, c'est là la question. C'est, tu peux apprendre à aimer une personne. Parce que aimer, je peux aimer ma collègue de travail, je peux aimer mon prof, je peux aimer ma boss. C'est aimer. Mais est-ce que c'est le côté romantique? Est-ce que c'est le respect? Parce que des fois, tu restes avec une personne parce que tu es bien. Parce que tu peux être avec une personne, tu es bien, mais je pense que si tu n'as jamais aimé romantiquement, tu vas jamais savoir. Mm-hmm. Parce que j'ai des exemples de la mère de mon ami qui était en couple avec son père, puis elle aimait, puis elle s'est séparée avec parce que ça ne fonctionnait plus, puis elle est tombée en amour avec une personne, puis c'est deux amours différents. On dirait qu'avec son père, c'est juste question de respect, question de c'est mon mari, je l'apprécie, on habite ensemble, mais c'est pas la même passion que la personne avec qui qu'elle tombe en amour. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu as bien défendu ce point-là et tu as bien expliqué. Parce qu'avec mes amis, je les aime par amour, mais je ne vais jamais être en amour. Je vais jamais être en amour romantique. Ça ne sera pas un amour intense, dans le fond. Exactement. Dans le fond, de ta manière de voir cette... La définition de l'amour, comme dans les films, disons. Ouais. Non, ça fait du sens et c'est une très belle explication que tu viens de nous donner. Et malheureusement, on tire à la marque des 1 heure. Et comme je dis, ce podcast-là doit durer au maximum 1 heure la plupart du temps, même si je fais des méga exceptions. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne fera pas d'exception. C'est correct. Mais pour Julie, cette discussion-là, je pense qu'elle a vraiment été super intéressante sur le plan de l'apprentissage, voir la philosophie d'une entrepreneuse, voir la philosophie d'une gestionnaire, comprendre un peu c'est quoi en fait grandir d'un milieu qui n'est pas idéal, mais comment s'en sortir aussi. Aussi le fait que tu nous exposes aussi un peu plus la culture asiatique de l'Est, je trouve ça vraiment magnifique parce qu'on a une meilleure compréhension en même temps d'une autre vision du monde, une autre vision de la réalité, une autre conception de c'est quoi une société. Et je voulais te dire ça tantôt, mais tu t'exprimes vraiment très très bien et je pense que ça aura été facile pour ceux qui regardent jusqu'à présent de bien suivre notre discussion et je pense que vraiment il y aura beaucoup de points très intéressants et de leçons très intéressantes à soutirer de cette conversation-là. Est-ce que tu aimerais partager un mot de la fin à ceux qui écoutent le podcast jusqu'à présent? Ou juste une pensée générale où tu peux dire t'as rien à dire et on finit ça. Je pense que j'avais le goût de plus dire ça, mais je pense que c'est important avant d'être en couple, c'est d'être capable d'être tout seul. Puis je trouve que c'est important d'être capable d'être tout seul. Pas être tout seul, d'aller dans un café tout seul. C'est vraiment enjoy d'être célibataire pour de vrai. Quand tu as dit aller dans un café tout seul, ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui sont ils vont trop te dire ça comme argument. Non, il y a des gens qui sont dans le semblant. Je mange tout seul, je vais au gym tout seul, je fais l'épicerie tout seul. Je suis comme, mais est-ce que tu es vraiment bien tout seul? Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu es heureux d'être célibataire? Exact. Parce qu'il y en a qui sont dans le semblant, ils font semblant de faire quelque chose et après ils disent ils l'ont fait. Et si tu regardes des photos puis tu as le goût d'être en couple ou pas? Ou tu es vraiment bien? Ouais. Wow.
je te donne la médaille de la personne qui a le moins, non, qui a le moins bien tenu son micro depuis. God, mais c'est pas grave, c'est pas grave. T'as au moins t'as un titre reconnaissable. Pour ceux qui comprennent pas pourquoi depuis tantôt j'arrête pas de faire ça. Dans les 47 vidéos, c'est moi qui ai gagné. Ok. Non, et pourquoi je fais ça, c'est parce que genre, si elle parle Dans ma trop à culture, l'extérieur. il faut faire ça. Non. Parce que si tu parles pas devant le micro, les gens qui écoutent peuvent pas bien entendre, mais c'est pas grave. C'est juste pour que vous sachiez pourquoi je faisais ça depuis tantôt, mais c'est pas grave. Je pense que vous avez bien pu entendre ce que Julia a partagé. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine. À la prochaine.